Dans le tumulte incessant de la gosse, où les klaxons des voitures forment une symphonie chaotique et où l'odeur des gaz d'échappement se mêle à l'arôme du maïs grillé, deux mondes que tout oppose sont sur le point de se percuter, sans encore le savoir. Grace essuya la sueur qui perlait sur son front, arrangeant avec soin ses peintures sur le sol poussiéreux, au bord d'une des artères les plus fréquentées de la ville. « Approchez, regardez ces belles toiles », lançait-elle, sa voix se perdant presque dans le vacarme ambiant. « Je peux dessiner votre portrait en 5 minutes. » Une femme, vêtue d'une robe jaune éclatante, s'arrêta et saisit l'une des œuvres de Grace, un magnifique coucher de soleil sur Victoria Island. « Combien pour celui-ci » demanda-t-elle en examinant l'œuvre de près. « Seulement 2000 néras, madame », répondit Grace, le cœur empli d'espoir. Le visage de la femme se crispa. « 2000 pour cette petite chose ? Vous, les jeunes d'aujourd'hui, vous croyez que l'argent pousse sur les arbres ? Je peux trouver un poster au marché pour 500 néras. » Le cœur de Grace se serra lorsque la femme laissa tomber la toile et s'éloigna en marmonnant sur ses enfants des rues et leurs rêves hors de prix. Cela faisait maintenant 3 ans que Grace vivait dans les rues de Lagos, depuis sa fuite de l'orphelinat le jour de ses 16 ans. Les responsables de l'établissement lui avaient clairement fait comprendre qu'elle était un fardeau, toujours malade, nécessitant des médicaments qu'il ne pouvait se permettre, et définitivement inadoptable. « Grace, tu as 19 ans maintenant », lui avait dit sœur Marie ce jour-là. « Nous avons fait de notre mieux, mais tu dois trouver ton propre chemin. Il y a des enfants plus jeunes qui ont besoin de cette place plus que toi. » Le souvenir était encore une blessure vive. Personne n'était venu la chercher après son départ. Pas une seule personne. Mais Grace avait découvert en elle un don presque magique. Elle pouvait peindre tout ce qu'elle voyait ou imaginait. Ses mains semblaient se mouvoir d'elles-mêmes dès qu'elle tenait un pinceau, créant des images si belles qu'elles forçaient les passants à s'arrêter. Un bus d'enfants jaunes, bondé de passagers, s'immobilisa au feu rouge. Grace attrapa vivement son carnet de croquis et un morceau de charbon de bois. À travers la vitre, elle aperçut un homme d'âge mûr, en chemise bleue, visiblement épuisé par une longue journée de travail. En quelques minutes, elle esquissa son visage à la perfection, capturant jusqu'aux fines rides d'inquiétude autour de ses yeux. Elle frappa doucement à la vitre du bus. « Monsieur, monsieur », appela-t-elle. « J'ai dessiné votre portrait. » L'homme baissa les yeux et son regard s'écarquilla de surprise. Le dessin était son portrait craché. « C'est incroyable », s'exclama-t-il en plongeant la main dans sa poche. « Combien ?»« Ce que vous pourrez me donner, monsieur, » dit Grace avec un sourire. Il lui tendit un billet de 1000 néras à travers la fenêtre juste au moment où le bus redémarrait. « Que Dieu te bénisse, ma fille », cria-t-il alors que le véhicule s'éloignait. Grace serra le billet dans sa main. 1000 néras, c'était de quoi manger pendant 3 jours. Mais son bonheur fut de courte durée. Le bus suivant ne fut pas aussi bienveillant. Grace avait rapidement croqué le portrait d'une femme à l'air sévère en tenue traditionnelle. Mais lorsqu'elle s'approcha de la vitre, le visage de la femme se tordit de colère. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» hurla la femme en arrachant le dessin des mains de Grace. « Tu crois que tu peux m'envoûter avec ce dessin ? Quelle sorcière t'a envoyé de mon village pour me mettre à l'épreuve ?» Avant que Grace ne puisse s'expliquer, la femme la gifla violemment. Grace chancela et tomba à la renverse. « Dis-leur que tu ne m'as pas trouvé », continua de crier la femme, déchirant le dessin en 1000 morceaux qu'elle jeta sur Grace. « Enfant inutile. Va trouver du travail au lieu de pratiquer la sorcellerie sur d'innocentes personnes. » Les autres passagers du bus se contentaient de regarder, certains hochant même la tête en signe d'approbation. « Ces enfants des rues deviennent insupportables, » dit l'un d'eux. « Dessiner les gens sans permission, quelle manière d'agir. » Grace se releva, la joue encore brûlante. Elle était habituée à ce genre de traitement. Certains appréciaient son art. D'autres y voyaient quelque chose de maléfique ou d'inquiétant. « Ce n'est pas grave », se murmura-t-elle, répétant les mots qu'elle se disait depuis des années. « Demain sera un jour meilleur. » Elle rassembla ses toiles restantes et trouva un coin tranquille sous un pont pour passer la nuit. En arrangeant sa fine couverture sur le carton qui lui servait de matelas, elle leva les yeux vers les étoiles et fit le même vœu que chaque soir. « S'il vous plaît, mon Dieu, faites que quelqu'un voie que mon art est spécial. Donnez-moi une chance de créer quelque chose de beau. » Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, dans le quartier opulent de Victoria Island, un drame d'une toute autre nature se jouait dans la demeure de la famille Malcolm. David Malcolm Jr. La voix de Monsieur Malcolm résonna à travers les couloirs de marbre de leur maison. « Descends ici sur le champ. » David, 22 ans, descendit lentement le grand escalier, chaque marche lui semblant plus lourde que la précédente. Il savait exactement de quoi il s'agissait.
Son père se tenait dans le salon, une lettre de l'Académie des Beaux-Arts de Lagos à la main. Monsieur Malcolm était un homme grand et imposant, qui commandait le respect partout où il allait. Ses peintures étaient exposées dans les galeries du monde entier, et des collectionneurs fortunés payaient des millions pour posséder une petite toile signée de son nom. « Explique-moi ça », dit Monsieur Malcolm en agitant la lettre. « Tes professeurs menacent de te renvoyer pour manque de créativité et d'effort. »« Te renvoyer ? Mon fils, d'une école d'art. » La mère de David, Madame Malcolm, était assise en silence sur le canapé de velours, ses doigts manucurés jouant nerveusement avec ses bijoux coûteux. Elle ne défendait jamais David lorsque son mari était en colère. « Papa, j'ai essayé de te le dire, » dit doucement David. « Je ne veux pas être peintre. Je veux être chef cuisinier. J'aime cuisiner, je suis doué pour ça. Pourquoi ne peux-tu pas simplement me laisser suivre mes rêves ?» Le visage de Monsieur Malcolm vira au rouge. « Tes rêves ? Tes rêves ? Et l'héritage familial ? Et le nom des Malcolm, respecté dans le monde de l'art depuis 5 générations ? Tu veux jeter tout ça par la fenêtre pour retourner des hamburgers. Ce n'est pas juste retourner des hamburgers, papa. La cuisine est une forme d'art. Je pourrais ouvrir mon propre restaurant, créer des plats magnifiques. Assez. Monsieur Malcolm frappa du poing sur la table basse en verre, faisant sursauter tout le monde. Je ne veux plus entendre un mot de ces sottises culinaires. Tu es un Malcolm, et les Malcolm sont des artistes. Fin de la discussion. David sentit les larmes lui monter aux yeux, mais il refusa de pleurer devant son père. Il avait appris depuis longtemps que montrer ses émotions ne faisait qu'empirer les choses. « L'école t'a donné 1 mois, » continua Monsieur Malcolm, sa voix glaciale et menaçante. « 1 mois pour soumettre 3 œuvres originales et créatives qui prouvent que tu mérites de rester. Si tu échoues, non seulement tu seras renvoyé, mais je te couperai complètement de cette famille. Pas d'héritage, pas de nom, pas de soutien. Tu seras seul. » La mère de David prit enfin la parole, d'une voix à peine audible. « Chérie, c'est peut-être un peu dur. » « Dur ?» Monsieur Malcolm se tourna vers sa femme. « Tu sais ce qui est dur ? Avoir un fils qui veut déshonorer notre nom. Avoir un fils qui n'apprécie pas les opportunités que nous lui avons offertes. » David regarda sa mère, espérant qu'elle le défendrait, juste pour une fois. Mais elle se contenta de baisser les yeux sur ses mains et ne dit rien. « J'ai compris, père, » dit David formellement, comme son père le lui avait appris. « Je ferai de mon mieux pour créer les œuvres qu'ils attendent. »« Tu as intérêt, » répliqua Monsieur Malcolm. « Parce que si tu ne le fais pas, tu n'es plus mon fils. » Cette nuit-là, David était assis dans sa chambre, plus grande que la plupart des maisons, fixant une toile blanche. Il essayait de peindre quelque chose, n'importe quoi, depuis des heures, mais son esprit était complètement vide. Il repensait à la conversation avec son père et sentait ce poids familier sur sa poitrine. Depuis son enfance, tout avait toujours tourné autour de la réputation familiale. On ne lui avait jamais permis d'être simplement lui-même. Son téléphone vibra. Un message de son meilleur ami, Tindé. « Alors, comment ça s'est passé avec ton père ?» David tapa sa réponse. « Terriblement. Il a menacé de me déshériter si je ne réussis pas mes évaluations d'art. » « C'est fou, mec. Tu ne peux pas juste peindre un truc simple pour t'en débarrasser ? Ce n'est pas si facile. Les profs veulent du travail créatif et original. Tout ce que je peins, on dirait que c'est un enfant qui l'a fait. Peut-être que tu devrais chercher l'inspiration ailleurs. Va dans des galeries, regarde le travail des autres. » David fixa le message de Tindé. Peut-être que son ami avait raison. Peut-être avait-il besoin de voir à quoi ressemblait la vraie créativité. Le lendemain soir, David demanda à son chauffeur de le conduire à travers la ville. Il n'avait pas de destination précise. Il voulait juste sortir de la maison et réfléchir. Tandis qu'il parcourait les rues animées de Lagos, David observait la vie urbaine à travers sa vitre teintée. Des vendeurs de rue proposaient de tout, des accessoires de téléphone aux fruits frais. Des enfants jouaient au football dans de petits espaces entre les immeubles. La vie grouillait partout. Et pour la première fois depuis longtemps, David se sentit curieux du monde extérieur à sa bulle dorée. « Monsieur, il y a un gros embouteillage devant nous, » dit son chauffeur, Monsieur Ibrahim. « Dois-je prendre un autre itinéraire ?»« Non, c'est bon, » répondit David. « Je ne suis pas pressé. » Alors qu'ils étaient à l'arrêt, David remarqua quelque chose qui le fit se redresser. Une jeune fille aux vêtements tachés de peinture se faufilait entre les voitures, montrant aux gens ce qui semblait être des dessins ou des peintures. « Monsieur Ibrahim, pouvez-vous baisser la vitre ?»
demanda David. Monsieur, baissez-la, je veux voir quelque chose. Alors que la vitre descendait, David entendit la jeune fille crier, « Belle peinture. Je peux dessiner tout ce que vous voulez. Prix très abordable. » Quand elle arriva à leur voiture, David put voir son travail de plus près. Il en resta bouche bée. La toile qu'elle tenait était incroyable. Une scène vibrante de la vie de rue de Lagos, qui semblait jaillir du papier. Chaque détail était parfait, des expressions sur les visages des gens, à la manière dont la lumière du soleil frappait les bâtiments. « Excusez-moi » l'interpella David. « Puis-je voir cette peinture ?» Grace se précipita vers la voiture luxueuse, le cœur battant d'espoir. Le jeune homme à l'intérieur avait l'air riche. Peut-être achèterait-il quelque chose. « Bonsoir, monsieur, dit-elle poliment. J'ai beaucoup de belles toiles. Celle-ci montre la vie du marché de Lagos, très colorée et pleine d'énergie. » David prit la peinture de ses mains et l'examina attentivement. Il n'en croyait pas ses yeux. Cette fille des rues avait plus de talent dans son petit doigt que lui dans tout son corps. « C'est stupéfiant, dit-il avec sincérité. Combien en voulez-vous ? » Les yeux de Grace s'illuminèrent. « Seulement 2000 nera, monsieur. » David faillit rire. 2000 nera ? Son père dépensait plus pour une seule tasse de café. « Et les autres ? » demanda-t-il. « Vous avez d'autres peintures ? » Grace lui montra rapidement ses 4 autres toiles. Chacune était un chef-d'œuvre. Belle, créative, pleine de vie. David ressentit un mélange d'émerveillement et de jalousie. Cette fille avait tout ce qui lui manquait, le talent, la créativité et une véritable passion pour l'art. « Je les prends toutes, » dit David en sortant son portefeuille. Grace n'en croyait pas ses oreilles. « Toutes, monsieur ? » « Oui, les 5. Combien pour le tout ? » Grace calcula rapidement dans sa tête. 10 000 nera pour les 5, monsieur. David sortit une liasse de billets et lui tendit 20 000 nera. Monsieur, c'est trop, dit Grace en essayant de lui rendre une partie de l'argent. Gardez-le, dit David avec un sourire. Votre travail vaut bien plus que ça. Grace regarda l'argent dans ses mains. 20 000 nera. Elle n'avait pas gagné une telle somme en 2 mois réunis. Merci infiniment, monsieur. Que Dieu vous bénisse. Vous avez illuminé ma semaine, dit-elle, son visage rayonnant de bonheur. Alors que la circulation reprenait et que leur voiture se mettait en mouvement, David serra les peintures contre lui. Pour la première fois depuis des semaines, il se sentait plein d'espoir. Ces toiles étaient exactement ce dont il avait besoin pour impressionner ses professeurs. Le lendemain matin, David entra à l'Académie des Beaux-Arts de Lagos, les peintures de Grace soigneusement rangées sous son bras. Il trouva le professeur Adabio, le chef du département, dans son bureau. « David, » dit le professeur en levant les yeux de ses papiers. « J'espère que vous avez quelque chose de bon à me montrer. Le conseil d'administration s'impatiente de votre manque de progrès. »« Oui, monsieur, » répondit David, essayant de paraître confiant. « J'ai travaillé très dur sur ces œuvres. » Il étala les peintures de Grace une par une sur le bureau du professeur. L'expression du professeur Adabio changea instantanément. Il prit chaque toile, les examinant avec soin. « David, elles sont extraordinaires, » dit lentement le professeur. « La technique, l'émotion, la créativité. C'est exactement ce que nous essayons de vous faire produire. » David hocha la tête, se sentant à la fois coupable et soulagé. « La façon dont vous avez capturé l'essence même de la vie des rues de Lagos ici, » continua le professeur Adabio en désignant une des toiles. « Et cette utilisation de la couleur et de la lumière. David, je ne savais pas que vous aviez un tel talent caché en vous. »« Merci, monsieur, » réussit à dire David. « Je vais recommander ces œuvres pour l'exposition des étudiants le mois prochain. Le conseil sera très impressionné. Vous pourriez même remporter le prix de la créativité. » David quitta le bureau du professeur avec l'impression de marcher sur un nuage. Enfin, son père serait fier de lui. Enfin, il pourrait rester à l'école et éviter d'être déshérité. Ce soir-là, au dîner, M. Malcolm était de la meilleure humeur que David lui ait connue depuis des mois. « Le professeur m'a appelé personnellement, » dit M. Malcolm en découpant son steak coûteux. « Il a dit que vos peintures comptaient parmi les meilleurs travaux d'étudiants qu'il ait vus depuis des années. Je savais que tu l'avais en toi, mon fils. » Les gènes des Malcolm finissent toujours par triompher. La mère de David lui sourit pour la première fois depuis des semaines. « Je suis si fière de toi, mon chéri. Je savais que tu avais juste besoin de t'appliquer. » David lui rendit son sourire, mais à l'intérieur,
il se sentait terriblement mal. Ce n'était pas ses peintures. Il vivait un mensonge, et chaque compliment le faisait se sentir plus misérable. Mais les semaines passèrent et les évaluations s'enchaînèrent, et David réalisa qu'il avait un problème plus grand. Les professeurs s'attendaient à ce qu'il continue de produire au même niveau. Ils voulaient de nouvelles toiles, de nouvelles pièces créatives, et David ne pouvait pas livrer. Il essaya de peindre seul, mais tout ce qu'il créait paraissait plat et sans vie comparé au travail de Grèce. Il était de retour à la case départ, mais avec des attentes encore plus élevées. « Je dois retrouver cette fille », se dit-il un soir en contemplant une autre tentative de peinture ratée. Peut-être que je peux lui acheter d'autres œuvres. Pendant 3 jours, David fit le tour de la Gosse avec son chauffeur, à la recherche de Grèce. Ils fouillèrent les feux de circulation, les gares routières, les marchés, mais elle était introuvable. Le 4e jour, alors que David commençait à perdre espoir, il aperçut un feu rouge près d'Ikeja. « La voilà », dit David à monsieur Ibrahim. « Garez-vous là. » David sortit de la voiture et s'approcha de Grèce, qui était assise sur un petit tabouret, peignant une nouvelle toile. « Excusez-moi, » dit-il. « Vous vous souvenez de moi ? Je vous ai acheté vos peintures la semaine dernière. » Grèce leva les yeux et sourit. « Oh oui, le gentil monsieur qui m'a payé plus que le prix. Comment allez-vous, monsieur ? » « Je vais bien, merci. Écoutez, j'ai une proposition à vous faire. » Grèce posa son pinceau, curieuse. « J'ai besoin de plus de peintures comme celle que vous m'avez vendue, » continua David. « Mais cette fois, je voudrais en faire un arrangement commercial régulier. Je vous paierai 100 000 néras pour chaque tableau que vous créerez pour moi. » La bouche de Grèce s'ouvrit en grand. 100 000 néras ? Monsieur, vous êtes sérieux. Très sérieux. Mais il y a des conditions. Les peintures doivent être originales, créatives et de haute qualité. Et... David hésita, sachant comment cela allait sonner. J'ai besoin que vous les peigniez dans mon atelier, pour que je puisse observer et apprendre vos techniques. L'esprit de Grèce tournait à toute vitesse. 100 000 néras par tableau. Elle pourrait louer une vraie chambre, acheter du meilleur matériel, peut-être même économiser pour l'avenir. « Monsieur, ce n'est pas une arnaque, n'est-ce pas ? » demanda-t-elle, méfiante. « Vous n'êtes pas un ritualiste ou quelque chose du genre. Parce que je suis orpheline, donc vos plans ne fonctionneront pas sur moi. » David ne put s'empêcher de rire. « Je ne suis pas un ritualiste. J'ai juste vraiment besoin de votre aide. Je suis étudiant en art et j'ai du mal avec la créativité. Votre travail pourrait m'apprendre beaucoup. » Grèce étudia son visage attentivement. Il semblait sincère, et l'argent qu'il lui avait donné était bien réel. « D'accord, » dit-elle finalement. « Je le ferai. Mais vous devez me payer la moitié de l'argent d'avance. » « Marché conclu, » dit David en sortant son téléphone. « Laissez-moi vous transférer 50 000 néras sur votre compte tout de suite. »« Monsieur, je n'ai pas de compte en banque, » dit Grèce doucement. David réalisa à quel point sa vie avait été protégée. Bien sûr, une fille des rues n'aurait pas de compte en banque. Ce n'est pas grave. Je vous donnerai de l'argent liquide. Pouvez-vous venir avec moi maintenant pour voir l'atelier ? Grèce regarda sa petite collection de matériel d'art et hocha la tête. Laissez-moi rassembler mes affaires. Alors qu'il roulait vers Victoria Island, Grèce pressa son visage contre la vitre, regardant la ville se transformer, passant des rues bondées à de larges avenues bordées de palmiers et de maisons luxueuses. « Monsieur, où allons-nous exactement ? » demanda-t-elle en entrant dans une résidence sécurisée. « Chez ma famille, » répondit David. « Ne vous inquiétez pas, c'est sûr. Mes parents ne sont pas là en ce moment. » Quand ils arrivèrent à la demeure des Malcolm, Grèce n'en crut pas ses yeux. La maison était plus grande que tout l'orphelinat où elle avait grandi. Rien que le portail semblait plus cher que tout ce qu'elle avait jamais possédé. « Monsieur, êtes-vous sûr que j'ai le droit d'entrer ici ? » demanda-t-elle nerveusement. « Bien sûr, » dit David. Mais il était nerveux aussi. Il n'avait jamais amené personne d'extérieur à son cercle social à la maison. David conduisit Grèce à travers le hall de marbre, passant devant des lustres en cristal et des peintures à l'huile valant plus que ce que la plupart des gens gagnent en une année. Grèce marchait avec précaution, craignant de toucher quoi que ce soit. « Voici mon atelier, » dit David en ouvrant une porte qui fit halter Grèce. L'atelier était un paradis pour artistes. Des chevalets, des toiles de toute taille, des tubes de peinture de toutes les couleurs imaginables, des pinceaux de tout type et un éclairage professionnel qui rendait tout parfait. « Monsieur, tout ça est à vous ? » murmura Grèce. « Oui, mon père l'a fait construire pour moi quand j'ai commencé l'école d'art. »« Pas mal, non ?
Grace se contenta de hocher la tête, incapable de parler. Elle peignait avec des aquarelles bon marché et des pinceaux usés. Et ici, il y avait plus de matériel d'art qu'elle n'avait jamais rêvé d'en voir. « Avez-vous faim ?» demanda David, remarquant la maigreur de Grace. « Notre cuisinière peut vous préparer quelque chose. »« Vous avez une cuisinière ?» demanda Grace, stupéfaite. « Bien sûr. Laissez-moi l'appeler. » Quelques minutes plus tard, Grace était assise à une table, dégustant le repas le plus délicieux de sa vie. Du riz jollof, du poulet frit, des bananes plantains, de la salade et du jus de fruits frais. Elle essaya de manger poliment, mais elle était si affamée qu'elle ne pouvait se retenir. « Prenez votre temps, » dit David gentiment. « Il y en a encore beaucoup si vous en voulez. » Après l'avoir mangé, Grace se sentit prête à peindre. David lui installa une toile et disposa tout le matériel dont elle pourrait avoir besoin. « Que voulez-vous que je peigne ?» demanda Grace. « N'importe quoi, » répondit David. « Quelque chose de créatif, d'original. Quelque chose qui exprime une émotion. » Grace regarda autour d'elle le magnifique atelier, puis le visage bienveillant de David, et soudain, elle sut exactement quoi peindre. Elle prit un pinceau et se mit au travail. David observa, émerveillé, la toile de Grace prendre vie. Elle peignait avec une telle confiance et une telle habileté que cela semblait sans effort. Ses mains bougeaient rapidement mais avec précision, et en 2 heures, elle avait créé une œuvre saisissante montrant une jeune femme sortant de l'obscurité pour entrer dans la lumière. « C'est sur l'espoir », expliqua Grace en apportant les dernières touches. « Sur la foi que demain peut être meilleur qu'aujourd'hui, même quand tout semble impossible. » David fixa la peinture, ému. « C'est parfait, » dit-il doucement. « C'est exactement ce dont j'avais besoin. » Il paya à Grace les 100 000 nera en espèces, et elle put à peine contenir son excitation. « Monsieur, merci infiniment, » dit-elle. « Cela change tout pour moi. »« Pouvez-vous revenir mercredi ?» demanda David. « Même heure. »« Oui, monsieur. Je serai là. » Alors que le chauffeur de David la ramenait dans son quartier, Grace serra l'argent contre elle et fit des plans pour sa nouvelle vie. Elle pourrait louer une petite chambre, acheter de meilleurs vêtements, peut-être même un téléphone. Pour la première fois depuis son départ de l'orphelinat, Grace sentit que ses rêves pourraient enfin se réaliser. Au cours des mois suivants, Grace et David prirent une routine. 3 fois par semaine, elle venait à son atelier et créait de magnifiques peintures pendant qu'il l'observait et lui posait des questions. Elle lui apprit des techniques, lui expliqua son processus de pensée, et lentement, les propres compétences de David en peinture commencèrent à s'améliorer. Mais plus que cela, ils devinrent amis. La personnalité joyeuse et l'esprit déterminé de Grace impressionnaient David, tandis que sa gentillesse et son intérêt sincère pour son art firent que Grace se sentit valorisée pour la première fois de sa vie. « Tu sais, » dit Grace un mercredi après-midi, alors qu'elle travaillait sur une toile représentant des enfants jouant sous la pluie. « Tu n'es pas aussi mauvais en peinture que tu le penses. Tes mélanges de couleurs se sont beaucoup améliorés. » David sourit. « C'est parce que j'ai un bon professeur. »« Pourquoi ne veux-tu pas être un artiste, d'ailleurs ?» demanda Grace. « Ta famille est célèbre pour ça. La plupart des gens tueraient pour cette opportunité. » David soupira. « Parce que ce n'est pas mon choix. On ne m'a jamais laissé choisir quoi que ce soit. Toute ma vie a été planifiée depuis ma naissance. Quelles écoles fréquenter, quels amis avoir, quelle carrière poursuivre. Je veux juste faire quelque chose que j'aime vraiment. »« Qu'est-ce que tu aimes ?» demanda Grace en s'interrompant. « La cuisine, » dit David avec un sourire. « J'adore créer de nouveaux plats, expérimenter avec les saveurs, rendre les gens heureux avec la nourriture. Mais mon père pense que c'est indigne de notre statut familial. » Grace secoua la tête. « C'est si triste. La nourriture, c'est de l'art aussi. La façon dont tu la disposes dans l'assiette, les couleurs, les saveurs qui s'harmonisent. C'est comme une peinture, mais que l'on peut manger. » David rit. « Exactement. Tu comprends ? J'aimerais que mon père puisse le voir de cette façon. »« Peut-être qu'il le fera un jour, » dit Grace avec optimisme. « Les gens peuvent changer. » Les mois passèrent, et leur amitié se transforma en quelque chose de plus profond. David se surprenait à attendre les visites de Grace, plus que toute autre chose dans sa semaine. Elle apportait de la vie et de l'authenticité à son monde privilégié mais vide. Grace, de son côté, avait pu louer une petite chambre propre dans un quartier sûr. Elle s'était acheté de nouveaux vêtements, du matériel d'art de qualité, et avait même commencé à suivre quelques cours pour améliorer son éducation. L'argent de David avait complètement changé sa vie.
Mais aucun d'eux ne réalisait que leur arrangement secret était sur le point d'être découvert de la pire des manières. Un jeudi après-midi, M. Malcolm décida de rentrer plus tôt d'une réunion d'affaires. Il était si fier des récents accomplissements artistiques de son fils qu'il voulait surprendre David avec des billets pour une exposition d'art à Londres. En traversant la maison, il entendit des voix provenant de l'atelier de David. Pensant que son fils était peut-être en appel vidéo avec ses professeurs, M. Malcolm décida de jeter un œil pour le saluer. Ce qu'il vit lui glaça le sang. Une jeune fille, pauvrement vêtue, se tenait devant un chevalet, peignant un magnifique paysage tandis que son fils était assis à proximité, observant et prenant des notes. David lui posait des questions sur les techniques de pinceau et la théorie des couleurs, apprenant clairement d'elle plutôt que d'enseigner. M. Malcolm resta figé sur le seuil, la compréhension le frappant comme un coup. Les peintures qui l'avaient rendu si fier, le travail qui avait impressionné les professeurs, la créativité qui avait soi-disant sauvé la carrière académique de son fils. Rien de tout cela n'était l'œuvre de David. Qu'est-ce qui, commença M. Malcolm d'une voix basse et dangereuse, se passe ici? David et Grace se retournèrent brusquement, leur visage pâlissant sous le choc. Papa, balbutia David. Nous. Ce n'est pas ce que tu crois. Mais le regard perçant de M. Malcolm avait déjà saisi la scène. Le tablier taché de peinture de Grace, la toile à moitié finie qui correspondait au style des œuvres récentes de David, et les expressions coupables sur leurs deux visages. Oh, mais si, c'est exactement ce que je crois, dit M. Malcolm, sa voix s'élevant. Mon fils, l'héritier de la lignée artistique des Malcolm, a triché. Tu as acheté des peintures à une fille des rues pour les faire passer pour les tiennes. Grace posa rapidement son pinceau et recula d'un pas, sentant le danger. David Malcolm Jr., est-ce vrai? Exigea M. Malcolm. David regarda Grace, puis son père, et sentit tous ses mensonges s'effondrer. Oui, père, dit-il doucement. C'est vrai. Le visage de M. Malcolm devint rouge de fureur. Sortez, hurla-t-il à Grace. Sortez de ma maison sur le champ. Papa, attends, dit David en s'avançant. Ne la blâme pas. C'était mon idée. Elle essayait juste d'aider. Aider? Cria M. Malcolm. Elle a ridiculisé toute notre famille. Sais-tu ce que cela signifierait pour notre réputation si quelqu'un l'apprenait? Grace attrapa son petit sac et se dirigea vers la porte, mais M. Malcolm lui barra le chemin. Si je te revois un jour près de mon fils ou de ma famille, dit-il d'une voix menaçante, je m'assurerai que tu le regrettes. Est-ce que tu me comprends? Grace hocha vivement la tête, des larmes commençant à perler dans ses yeux. Papa, s'il te plaît, dit David désespérément. Elle ne mérite pas ça. C'est moi qui lui ai demandé de m'aider. Tu as raison, dit M. Malcolm, retournant sa fureur contre son fils. C'est toi le coupable, et tu en subiras les conséquences. Grace réussit à se faufiler devant M. Malcolm et sortit en courant de la maison, le cœur brisé. On ne lui avait jamais parlé avec une telle cruauté, et elle pouvait entendre David crier son nom alors qu'elle dévalait la longue allée. Ce soir-là, M. Malcolm s'assit avec sa femme et lui raconta tout ce qu'il avait découvert. Madame Malcolm écouta avec une inquiétude croissante. C'est un désastre, dit-elle quand il eut terminé. Si l'école l'apprend, si le monde de l'art l'apprend, notre réputation sera ruinée. Je sais, dit sombrement M. Malcolm. Mais j'ai une idée. Une façon de tourner cette situation à notre avantage. Madame Malcolm haussa un sourcil. Que veux-tu dire? Cette fille est incroyablement talentueuse, dit lentement M. Malcolm. Et si, au lieu d'exposer la tricherie de notre fils, nous nous assurions l'exclusivité de ses talents pour notre famille? Je ne comprends pas. M. Malcolm se pencha en avant, ses yeux brillant d'un plan à la fois brillant et cruel. Et si nous lui offrions un contrat? Un accord juridique contraignant qui stipule que tout ce qu'elle peint appartiendra automatiquement à David. Nous pourrions subvenir à ses besoins, lui donner un logement, une éducation, une petite allocation, et en retour, elle peindrait exclusivement pour nous. Personne n'aurait jamais à savoir que le travail n'est pas de David. Madame Malcolm y réfléchit un instant. C'est absolument génial. Elle est pauvre et désespérée. Elle acceptera probablement n'importe quoi si nous lui offrons la stabilité. Exactement. Et le meilleur, c'est que tout serait parfaitement légal. Elle serait essentiellement notre employée. Mais David? Il pourrait ne pas être d'accord. L'expression de M. Malcolm se durcit. David fera ce que je lui dis de faire. Il a perdu le droit d'avoir une opinion sur cette affaire. Le lendemain matin, M. Malcolm appela son avocat et lui expliqua ce qu'il voulait.
L'avocat, habitué à gérer les demandes inhabituelles de clients fortunés, ne posa pas trop de questions. Je vais rédiger un contrat complet, dit l'avocat. Mais monsieur Malcolm, ce genre d'accord. C'est essentiellement faire de cette jeune fille une esclave artistique. Êtes-vous sûr que c'est ce que vous voulez? J'en suis certain, répondit froidement monsieur Malcolm. Assurez-vous simplement qu'il soit complètement légal et contraignant. Pendant que l'avocat travaillait, monsieur et madame Malcolm planifiaient leur approche. Ils décidèrent de présenter l'offre comme une opportunité incroyable plutôt que comme le piège qu'elle était réellement. Nous lui dirons que nous voulons être ses mécènes, suggéra madame Malcolm. Que nous croyons en son talent et que nous voulons l'aider à réaliser ses rêves. Parfait, acquiesça monsieur Malcolm. Nous lui offrirons un appartement, une éducation, du matériel d'art, tout ce qu'elle pourrait désirer. Nous omettrons simplement de mentionner qu'elle signera pour l'abandon de sa liberté artistique à jamais. Pendant ce temps, David était au plus mal. Il avait essayé d'appeler Grace plusieurs fois, mais elle n'avait pas de téléphone. Il était retourné en voiture dans le quartier où il l'avait trouvée, mais elle n'était nulle part. Ses parents lui adressaient à peine la parole, et quand il le faisait, c'était seulement pour lui rappeler à quel point ils étaient déçus. J'ai tout gâché, pensa David en fixant le plafond de sa chambre. J'ai perdu Grace, je vais échouer à l'école, et mes parents me détestent. Mais David ignorait que ses parents préparaient quelque chose qui allait rendre la situation bien pire. 3 jours après la confrontation, monsieur et madame Malcolm trouvèrent Grace en train de vendre des peintures dans un petit marché d'Ikeja. Elle avait l'air fatiguée et triste, et quand elle les vit approcher, son visage se remplit de peur. « S'il vous plaît, dit-elle rapidement, je n'ai pas contacté votre fils. Je n'ai parlé à personne de notre arrangement. S'il vous plaît, ne me causez pas de problème. » « Ma chère, dit madame Malcolm d'une voix mielleuse que David aurait immédiatement reconnue comme fausse. Nous ne sommes pas là pour vous créer des ennuis. Nous sommes là pour vous offrir une opportunité. Grace parut confuse. Une opportunité? Oui, dit monsieur Malcolm, arborant son sourire le plus charmant. Nous avons réfléchi à votre situation et nous avons réalisé que nous avions peut-être réagi trop durement l'autre jour. Voyez-vous, nous étions simplement choqués de découvrir à quel point vous êtes talentueuse. Grace restait méfiante, mais elle écoutait. Nous aimerions vous offrir quelque chose de très spécial, continua madame Malcolm. Nous voulons devenir vos mécènes. Savez-vous ce que cela signifie? Grace secoua la tête. Cela signifie que nous soutiendrions votre carrière artistique, expliqua monsieur Malcolm. Nous vous fournirions un logement, une éducation, du matériel d'art et une allocation mensuelle. Tout ce que nous demandons en retour, c'est que vous continuiez à créer de magnifiques œuvres d'art. Les yeux de Grace s'écarquillèrent. Vous voulez m'aider? Oui, ma chère, dit gentiment madame Malcolm. Nous croyons en votre talent et nous voulons vous donner la chance de le développer correctement. Vous pourriez aller à l'école d'art, avoir votre propre atelier, peut-être même exposer un jour. Grace sentit des larmes de gratitude lui monter aux yeux. Après des jours d'inquiétude et de tristesse, cela semblait être un miracle. Il y aura quelques papiers à signer, bien sûr, ajouta nonchalamment monsieur Malcolm. Juste un simple contrat pour officialiser les choses. Une protection juridique pour les 2 parties. Quel genre de contrat? Demanda Grace. Rien de compliqué, l'assura madame Malcolm. Juste un accord qui dit que nous vous soutiendrons et que vous créerez de l'art exclusivement pour notre famille. C'est assez standard dans ce genre d'arrangement. Grace n'avait jamais entendu parler de tels arrangements, mais elle n'avait aucune expérience des contrats ou des affaires juridiques. Les Malcolm semblaient sincères dans leur désir de l'aider, et l'offre dépassait tout ce dont elle avait jamais rêvé. « Puis-je y réfléchir ?» demanda Grace. « Bien sûr, » dit monsieur Malcolm. « Mais nous aimerions finaliser tout cela rapidement pour pouvoir commencer à vous aider tout de suite. Pouvez-vous nous retrouver demain au bureau de notre avocat ?» Grace hocha la tête, ayant encore du mal à croire que cela arrivait vraiment. Le lendemain, Grace était assise dans un bureau d'avocat luxueux, entourée de gens en costumes coûteux, parlant dans un jargon juridique qu'elle ne comprenait pas. Le contrat faisait des dizaines de pages, rempli d'un langage complexe qui lui donnait le vertige. « C'est du langage standard », l'assura l'avocat en voyant sa confusion. « En gros, cela dit que monsieur et madame Malcolm subviendront à votre éducation et à vos frais de subsistance, et en retour, vous créerez des œuvres d'art pour leur famille. »« Pour combien de temps ?» demanda Grace. « Oh, juste le temps que vous développiez votre carrière, » dit vaguement madame Malcolm. « Jusqu'à ce que vous soyez établi en tant qu'artiste. » Grace parcourut une partie du contrat,
mais la plupart étaient impossibles à comprendre. Il y avait des termes comme droits artistiques exclusifs, transfert de propriété intellectuelle, et accord perpétuel et contraignant, qui ne signifiaient rien pour elle. Est-ce vraiment une bonne affaire pour moi? Demanda Grace à l'avocat. Oh oui, dit rapidement l'avocat. Les Malcolm vous offrent des opportunités pour lesquelles la plupart des jeunes artistes tueraient. Soutien complet, éducation, logement. C'est très généreux. Ce que Grace ne savait pas, c'est qu'une clause enfouie dans le jargon juridique donnait aux Malcolm la propriété de chaque œuvre d'art qu'elle créerait pour le reste de sa vie. Elle était essentiellement en train de signer l'abandon de son identité artistique pour toujours. Dois-je décider maintenant? Demanda Grace, se sentant dépassée. Nous préférerions finaliser cela aujourd'hui, dit M. Malcolm. Nous sommes très excités à l'idée de commencer à vous aider, et nous avons des opportunités qui dépendent du temps. Grace regarda autour d'elle toutes ces personnes confiantes et bien habillées qui semblaient si sûres que c'était une bonne décision. Elle pensa à sa petite chambre louée, à son avenir incertain, et à la possibilité d'avoir enfin stabilité et soutien. D'accord, dit-elle finalement. Je signe. Alors que Grace apposait sa signature sur page après page du contrat, elle se sentait excitée par son avenir. Enfin, quelqu'un croyait en son talent. Enfin, elle aurait les ressources pour créer de l'art sans se soucier de l'argent ou de la survie. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'elle venait de signer l'abandon de sa liberté, de ses droits d'artiste et de toute chance de revendiquer un jour le mérite de son propre travail. Les Malcolm souriaient en la regardant signer la dernière page, sachant qu'ils venaient de résoudre le problème de leur famille d'une manière qui leur serait bénéfique pour les années à venir. Mais de l'autre côté de la ville, David était sur le point de découvrir ce que ses parents avaient fait, et sa réaction allait tout changer.